Le magazine Le Point, partenaire des 15 ans du Dessous des cartes. Bonsoir. Dans un récent numéro, je vous ai parlé de l'histoire du Liban. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que cet État n'a en fait jamais été totalement souverain sur son propre territoire. À la fois pour des causes internes, du fait du système communautaire, et aussi parce qu'il n'a pas cessé d'être soumis à des interventions extérieures. Alors ces interventions extérieures, les cartes permettent de les visualiser. Voilà, le Liban est là. C'est le plus petit État du Proche-Orient, une superficie de 10 500 km². C'est un État récent, formé par la France en 1920, et qui devient indépendant de celle-ci en 1946. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord et à l'est, et avec Israël au sud. Alors, qui sont les habitants du Liban? On voit ici la région où vivent les Maronites, la communauté des chrétiens grecs orthodoxes qui vit à Beyrouth, Saïda, Tripoli. Les Druzes vivent plutôt dans les montagnes, près du mont Hermon et dans la région du Chouf. On peut repérer la présence des musulmans sunnites, plutôt au nord et autour de Saïda. La communauté chiite est installée au nord du pays, autour de Baalbek, et au sud. Il y a aussi des Arméniens, des Kurdes. Alors voilà, c'est cela, les communautés multiconfessionnelles du Liban, selon la formule consacrée. Or, cette carte que vous voyez là, toujours répétée, est désormais fausse et à plusieurs titres. D'abord, combien y a-t-il d'habitants au Liban? L'administration de la statistique a publié en 1997 une étude indiquant qu'il y aurait un peu plus de 4 millions de Libanais dans le pays, plus la diaspora à travers le monde, soit à peu près 6 millions de Libanais hors du pays. Mais impossible d'être plus précis, car il n'y a pas eu de recensement dans ce pays depuis 1932. Alors pourquoi? Parce que le pacte national, établi lors de la déclaration d'indépendance en 1943, a réparti les pouvoirs entre ces communautés confessionnelles en fonction de l'équilibre démographique existant en 1932. Soit un maronite à la présidence de la République, un sunnite chef du gouvernement, un chiite président de l'Assemblée nationale. Or, l'équilibre démographique du pays s'est évidemment modifié au fil des années, et pourtant, en 2005, les institutions du Liban fonctionnent toujours à peu près selon ce même modèle. Alors pour certains, toucher à ce pacte, c'est toucher à la cohérence même des institutions de l'État libanais. Mais pour d'autres, au contraire, c'est peut-être justement l'État qui ne peut s'affirmer du fait même de ce système communautaire que maintiennent maronites, chiites, sunnites, druzes. Ce sont ces communautés qui sont source de pouvoir, et au Liban, le référent de l'identité, c'est la communauté et pas la nation. Et pourtant, le fond culturel commun est plus grand que les clivages. La langue est commune, c'est l'arabe, la cuisine, les données rurales et urbaines, donc l'habitat, tout cela est commun. Donc attention à ne pas confondre diversité religieuse, différence ethnique et classe sociale. Voilà, ce bref détour sur la sociologie politique du Liban pour expliquer que l'intensité des conflits dans la société libanaise est plus le reflet des rivalités de pouvoir au sein des appareils communautaires que le produit de spécificités ethniques. Liban, État mou, aux fonctions manipulées par les communautés qui font avancer leurs avantages en s'appuyant sur des forces extérieures. Alors justement, lesquelles? Eh bien, quelques cartes et quelques dates permettent de le rappeler. D'abord, sur cet État déjà fragile, impossible de minorer les conséquences de la naissance d'Israël sur sa frontière sud en mai 1948. Ces conséquences sont nombreuses et précises. Premièrement, il y a d'abord l'exode des Palestiniens qui, par centaines de milliers, fuient et se dispersent dans tout le Proche-Orient et en particulier en Jordanie et au Liban. On voit ici les camps de réfugiés palestiniens qui se multiplient à l'époque, et on voit bien leur localisation au Liban. Deuxième conséquence, après la guerre des 6 jours de 1967, au cours de laquelle Israël conquiert le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan,
Le sud du Liban devient une base anti-israélienne pour les fédayines palestiniens. Le Liban se voit ainsi placé au centre de l'antagonisme israélo-arabe et le Fatah, le parti d'Yasser Arafat, devient au Liban un État dans l'État. Troisième conséquence, face à cette situation, la riposte israélienne se fait aussi au détriment du Liban. En 1978, Israël installe une armée de supplétifs libanais chrétiens, l'armée du Liban Sud, devant empêcher les infiltrations des fédayines depuis le Liban. En juin 1982, Tsahal s'enfonce à l'intérieur du Liban jusqu'à Beyrouth. Arafat quitte Tripoli pour Tunis, évacué par la marine française. Les phalanges chrétiennes, alliées d'Israël, massacrent les civils palestiniens, notamment dans les camps de Sabra et de Shatila. Les armées israéliennes se retirent jusqu'au fleuve Litani, 2 ans plus tard, en 1984. Et ces mouvements militaires que je vous décris, évidemment, ne peuvent pas être dissociés de la guerre civile qui fait rage au Liban entre 1975 et 1989. Et là, la carte n'est pas un bon outil pour montrer les positions des milices chrétiennes, chiites, druzes, sunnites, car elles évoluent sans cesse, de même que les alliances. Et dans ces changements constants d'alliances et de position, l'autre voisin, on a envie de dire le premier voisin, c'est-à-dire la Syrie, va utiliser le territoire libanais, là aussi pour atteindre plusieurs objectifs. D'abord, contrôler la résistance palestinienne, ensuite rechercher un équilibre entre les milices chrétiennes et musulmanes pour qu'aucune ne prenne le dessus, conquérir un espace face à Israël après la perte du Golan syrien, et puis surtout, au fond, tenter de récupérer cette province du Liban qui lui fut arrachée par la France en 1920, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors tout cela, évidemment, se fait au prix de souffrances considérables pour les Libanais dans leur propre pays. La fin de l'état de belligérance au Liban en 1990 va être possible à la fois parce que l'URSS est en train de disparaître et parce que Damas se range du côté des États-Unis dans le conflit qui se prépare avec l'Irak. Damas se retrouve les mains libres pour apparaître force stabilisatrice régionale, et c'est bien là tout de même un paradoxe. Regardez cette carte. Pour le Liban, le prix à payer pour le retour à la paix, c'est la présence des troupes syriennes dans le pays, surtout dans la plaine de la Bekaa, environ 35 000 soldats. C'est le contrôle politique de l'État libanais par Damas, et c'est la création par la Syrie du Parti de Dieu, le parti Hezbollah, créé pour affaiblir les partis sunnites et le parti phalangiste chrétien, et pour poursuivre, par milices interposées, la lutte contre Israël. Alors ce parti Hezbollah, de notre côté de la Méditerranée, est perçu comme un parti terroriste ou en tout cas intégriste. Et pourtant, il faut savoir qu'il est populaire au Liban, ce qui s'explique très bien, ne serait-ce qu'à cause du travail social, qui est celui de ses cadres auprès des populations chiites modestes, par contraste avec la corruption en place au sein de l'État libanais, et aussi par contraste avec le mépris dans lequel la population libanaise chiite est tenue par les sunnites ou par les maronites. Avant-dernier mouvement de troupes, Israël décidera unilatéralement de retirer son armée du sud-Liban en juin 2000. Mais pour les Libanais, ce n'est pas l'État libanais qui a obtenu le refus israélien, mais bien la pression du parti Hezbollah sur Israël. Et puis enfin la Syrie. Après 15 ans de maintien de ses troupes, Damas ne décidera pas unilatéralement de son retrait du Liban en avril 2005. Non, ce sera sous la pression d'une résolution des Nations Unies, la 1559, poussée, votée par la France et les États-Unis. Ce sera aussi parce que l'assassinat politique dont le régime syrien s'est fait une spécialité a cessé d'être un mode de résolution des différends, et parce que peut-être aussi les choses ont changé pour les dictatures au Moyen-Orient, notamment en Irak. Au terme de ce retrait syrien et du strict point de vue du territoire, peut-on dire aujourd'hui que le Liban est devenu souverain? Voici, en novembre 2005, une carte montrant la localisation des camps palestiniens au Liban. Là vivent aujourd'hui environ 400 000 Palestiniens. Ils ne peuvent ni rentrer en Palestine, ni devenir citoyens libanais, et pourtant ils forment tout de même 10% de la population du Liban.
Alors évidemment, la question des Palestiniens au Liban est liée au rapport israélo-palestinien, plus largement au Proche-Orient. Alors maintenant que les troupes syriennes du Liban se sont retirées, il ne faut tout de même pas se faire d'illusions. L'influence de Damas demeure sous diverses formes, ne serait-ce que par les réseaux de ses alliés politiques au Liban même. Ensuite, est-ce qu'on peut faire une politique différente avec les mêmes élites au Liban ? La problématique libanaise est nouvelle, mais la classe politique est ancienne. Les institutions actuelles ne répondent plus aux évolutions démographiques, on l'a vu, d'autant plus qu'il n'y a dans ce pays qu'un patriotisme communautaire. Donc, un État multiconfessionnel est-il encore possible aujourd'hui, et surtout dans cette région ? Je vous rappelle qu'Israël, État volontairement monoconfessionnel, ne le souhaite pas. Alors voilà autant de questions auxquelles les Libanais vont devoir maintenant apporter des réponses, mais tout de même en se souvenant que leur pays a peut-être comme un devoir de montrer l'exemple dans le dialogue entre chrétienté et islam. Vous pouvez lire utilement cette étude du CERI sur les négociations entre Syrie et Israël. C'est évidemment une clé pour le Liban, vous l'avez compris. Et la revue Alternative Internationale sort un hors-série sur les enjeux de 2006 qui parle notamment des nationalismes, des migrations et de la démocratie.